Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien avec cette belle après-midi ensoleillée. Euh, donc aujourd'hui, merci d'avoir accepté d'essayer de faire notre séance ensemble sur Discord. Ça a un avantage pour moi d'être sur Discord parce que du coup, je peux streamer dans une bonne résolution avec un bon framerate et normalement la qualité est assez bonne dans mon expérience passée en tout cas. J'utilise aussi ce système pour mes cours que je donne à la Haute École d'Ingénierie à Sion. La vidéo sera aussi bien entendu sur YouTube tout à l'heure pour celles et ceux d'entre vous qui n'auraient pas pu être présents aujourd'hui. Alors, au programme de la journée, première des choses, ce que nous allons faire, c'est discuter un tout petit peu de ce fameux test que nous allons avoir après les vacances. Donc pour ce test après les vacances, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer sur Teams un petit setup de test pour que vous puissiez regarder que tout fonctionne bien de votre côté. On va faire ce labo test sous forme d'exercice sur ordinateur. Vous allez avoir accès à des tests unitaires qui vont tester ce que vous avez fait. Et puis, avec ces tests unitaires, vous allez en avoir un certain nombre qui vont être passés et d'autres qui seront loupés à la fin. Et puis, à partir de ces tests unitaires-là, vous allez pouvoir déduire votre note de bonus que vous allez m'envoyer ensuite à la fin du labo. Donc l'idée, c'est que en fait, vous allez calculer vous-même votre bonus pour ce cours. Ce bonus sera au maximum de 0,25 points qui vont être rajoutés à la note de l'examen qu'on va avoir en juin. On va avoir notre examen en juin. Donc ce sera à ce moment-là que vous allez avoir cette note de maximum 0,25 qui va être ajoutée à la note de l'examen. Donc c'est un bonus qui est basé entièrement sur la confiance, sur le fait que vous allez faire ça tout seul, en âme et conscience, pour pouvoir obtenir ce bonus, et je suis convaincu que ça va très bien se passer. En effet, il faut s'adapter, on fait comme on peut, et vous, comme moi, c'est pas si simple. Donc on va faire comme ça, et puis j'espère que ça vous convient. Je ne sais pas si quelqu'un aurait quelque chose à dire à ce moment-là, quelqu'un est contre cette manière de faire, je ne pense pas, parce que ce bonus, peut-être une précision importante, ce bonus ne peut pas vous péjorer. Donc si vous le faites et puis que vous avez un bonus, imaginons, vous faites que quelques points parce que vous avez pour une raison XY pas réussi à faire bien les tests, vous aurez quand même un petit quelque chose qui va être ajouté à votre note. Si vous avez réussi bien, ça va être ajouté à votre note à la fin de toute manière et ça ne peut que améliorer votre connaissance du cours. Et ce qui est pour moi l'objectif principal de ça, c'est que vous à un moment, prenez du temps pour réviser ce que vous avez fait et tester vos connaissances sur des exemples concrets. Donc voilà, comme il n'y a pas de réaction de votre part, j'imagine que ça vous convient. Vous avez également aujourd'hui regardé la théorie du cours. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de tout faire ou bien pas, c'est pas très important. Moi, ce que je voudrais regarder avec vous, c'est ces exercices qui vont être corrigés ensemble, qu'on va regarder ensemble, comme ça on peut peut-être faire un petit peu le point sur les différentes manières de faire et qu'est-ce qu'on peut faire avec le code qu'on a réalisé aujourd'hui, c'est-à-dire les tuples d'une part et puis les combinaisons exhaustives avec les compréhensions de séquences. Alors, pour faire ça, je vais reprendre ce qu'on avait vu ensemble. Peut-être, je ne sais pas si vous seriez d'accord pour certains ou certaines d'entre vous d'allumer peut-être votre caméra, comme ça je pourrais vous voir. Parce que là j'ai un très bel écran avec beaucoup de très belles images. Mais j'apprécierais, je vous avoue, de voir quelques visages humains, vu que c'est déjà ma 5e heure de cours aujourd'hui. Et de toute la semaine, je n'ai vu personne pour l'instant. Donc ça serait sympa si vous pouviez juste mettre quelques secondes votre caméra, histoire que je me rende compte que, ah voilà, des gens humains. Bravo, super, merci beaucoup, ça fait très très plaisir. Ah, incroyable, merci. C'est important, moi, je trouve quand même, de voir des gens de temps en temps. Alors, je n'ai pas vos noms aujourd'hui pour savoir qui vous êtes, parce que vous avez certains ont changé leur acronyme, d'autres pas. Mais ça me fait en tout cas plaisir de vous voir, merci beaucoup. Donc, pour ces exos, je vais peut-être faire le filter moi-même, et puis vous me direz, ensuite on regardera pour la suite. Donc l'idée de ce filter, vous aviez ça à faire, donc on a une liste, et puis cette liste, on veut pouvoir la filtrer en passant un prédicat, c'est-à-dire une fonction qui va nous retourner une valeur booléenne,
Et puis, eh bien, ce prédicat-là, on va le passer à la fonction filter sur notre liste, et puis on va filtrer la liste avec ce prédicat. Ici, on a un prédicat dans cet exemple où on dit, eh bien, si x modulo 2 égale à 0, eh bien, on veut que ce soit retenu dans la liste. Donc, on va retenir tous les nombres pairs de la liste, ici la liste des nombres de 1 à 10, et on va retenir ces nombres pairs. Alors, comment on peut faire ça? Il y a bien entendu un grand nombre de manières. On peut faire avec des folds, des fonctions récursives. Moi, j'ai décidé pour cet exercice-là de faire avec du pattern matching. Donc, j'ai ici ma fonction filter qui reçoit mon prédicat et ma liste d'entiers. Là, j'ai juste pris un exemple de liste d'entiers pour l'instant. Alors, je vais faire un match sur ma liste, et puis, mon match, s'il reçoit une liste vide, ça va retourner la liste vide. Ce sera également la condition d'arrêt pour ma récursivité. Et puis, si j'ai un pattern de liste, c'est-à-dire un élément suivi du reste de la liste, ce que je vais faire, je vais appliquer ma fonction à l'élément. Je vais donc faire f de e. Et si ce f de e est vrai, peut-être je peux faire ça comme ça, pour que ce soit plus clair, je vais garder cet élément dans ma liste, et puis je vais appliquer récursivement filter au reste de ma liste avec la même fonction prédicat f qui est là. Si mon élément ne remplit pas le prédicat, je vais simplement faire un filter de f avec le reste de ma liste, sans garder cet élément-là. Et puis vous voyez que lorsque, ici dans mon test, j'applique mon filter avec ce prédicat qui est celui des nombres pairs, j'obtiens bien ce que je veux. Alors comment on fait pour se rendre compte de l'utilité d'une telle fonction? Je vous propose un petit exemple. Alors là, ma fonction, elle prend un entier, elle retourne un booléen, c'est pas incroyable, on peut l'améliorer très facilement avec un peu de généricité. Donc là, je vais faire ça. Je transforme ma liste pour dire, j'ai une fonction générique en A, et puis ma fonction prédicat, elle va recevoir un A, à partir de ce A, retourner un booléen, et j'ai une liste de A. Donc ça ne change rien du tout, mon code ici va fonctionner à un tout petit détail près. Dans ma fonction que je passe ici, je dois donner le type de mes éléments. En effet, l'inférence de type ici ne va pas fonctionner automatiquement. Donc je dois ici dire, j'ai une fonction qui prend x un entier et qui va faire ça. Alors, bon, c'est déjà mieux, on peut faire ça avec une liste d'entiers, mais je vais juste vous montrer un petit exemple pour boucler la boucle avec les case classes qu'on a vues également. Donc imaginons que j'ai une case class ici, personne, qui contient quelques éléments, un prénom, un nom et puis un âge, et une liste de ces personnes-là. Alors j'ai déjà fait ce code pour ne pas prendre trop de temps et puis perdre du temps à écrire ça. Donc j'ai une liste de personnes ici, vous voyez avec ma case class, je peux faire une liste de personnes, avec ici les noms des personnes, Bangalore, Bloodhound, Caustic, etc. Et puis j'ai mes différents personnages. Et certains de ces personnages-là ont un R à l'intérieur, et j'aimerais filtrer, grâce à cette fonction que j'ai faite, toutes les personnes qui ont, par exemple, un R majuscule avec un point dans leur prénom. Alors comment j'utilise ça? C'est très simple, je fais mon filter, qui va cette fois-ci prendre une personne, et puis à cette personne, je vais regarder, est-ce que son prénom, il contient R avec un point? Et je dois passer ma liste de personnes. Alors là, j'ai un résultat, je vais avoir la liste, si j'agrandis ça, j'ai la liste des personnes qui ont un R à l'intérieur de leur prénom. On peut également changer, on peut dire qui a un âge qui est, par exemple, je sais pas, admettons, plus grand que 25. Et puis, je vais avoir une autre liste. Vous voyez, on peut faire vraiment des choses très fonctionnelles, mais qui sont extrêmement pratiques à utiliser. En tout cas, moi, je trouve que c'est très utile. Après, avec ça, on peut faire d'autres choses. On peut se dire, moi, j'aimerais pas avoir cette liste de personnes ici, mais j'aimerais avoir que les prénoms. On continue avec nos fonctions d'ordre supérieur. Donc, je fais un map, je reçois ici une personne, et puis à ma personne, je prends que le last name. Et là, j'ai que les last names des personnes qui ont plus que 25 ans. Donc ça, c'est vraiment une application fonctionnelle de ce qu'on peut faire avec ça. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce niveau de mon explication. Pour la partition. Oui. Vous n'allez pas corriger ou vous allez le corriger? Si, on va le corriger ensemble. Pour la partition, je proposais peut-être que si quelqu'un a une solution à proposer, on peut en parler ensemble. Ou bien si quelqu'un a eu un problème, c'est peut-être aussi une bonne idée d'en parler ici. Donc là, on a fait cette partie filter, et puis maintenant, on va faire la partie partition.
Donc sur la partie filter, tout le monde est convaincu de ce que j'ai fait, ça vous va comme ça? Ok, super. Pour la partie filter, j'ai fait la même chose, mais pour la partition, j'ai des problèmes. Oui, Au niveau de. En fait, je sais pas dans le. J'ai essayé de faire avec un match, mais j'ai. La première solution, j'avais passé que la fonction de machine et un élément. Et dans la deuxième version, j'ai essayé de passer 2 fois l'élément, mais j'ai pas réussi. mhm, À chaque fois, j'ai pas réussi à finir. d'accord. Alors, on va regarder volontiers ensemble. Là, la difficulté supplémentaire dans cette partition, c'est que on veut non seulement avoir les éléments qui correspondent au prédicat et ceux qui ne correspondent pas au prédicat pour mettre le tout dans un tuple. Alors, effectivement, ça pose certaines questions. Je vais vous montrer peut-être 3 solutions. Une qui est très fonctionnelle, mais qui n'est pas très efficace. Une qui sera faite avec une fonction tail récursive et du pattern matching. Et puis une troisième avec un fold. Le fold qui ici sera la solution la plus efficace et la plus fonctionnelle. Alors commençons peut-être avec la solution purement fonctionnelle. Alors l'idée de cette solution purement fonctionnelle, c'est la suivante. On va dire, ok, on va filtrer tous les éléments, on va les mettre dans une valeur, on va filtrer tous les éléments pour lesquels le prédicat est faux, on va les mettre dans une valeur, puis à la fin on va construire notre tuple. Alors pour faire ça, eh bien, ça va être dans TV, je vais mettre tous les éléments qui sont pour lesquels le filtre est vrai, donc je vais simplement appliquer mon filter avec ma fonction prédicat f aux éléments A, et là je vais avoir tous les éléments pour lesquels c'est vrai, et maintenant je dois avoir tous les éléments pour lesquels c'est faux. Alors pour faire ça, ce que j'ai fait, il y a plusieurs manières de faire, mais là je vous montre une manière assez intéressante qui est la composition des fonctions. Donc je prends ma fonction f, et avant de l'appliquer, en fait ce que je fais, c'est que je crée une nouvelle fonction qui va être appliquée sur la première fonction. Alors pour faire ça, j'utilise cet opérateur nzen qui va permettre la composition des fonctions. Et puis là, je vais passer une deuxième fonction qui va faire la chose suivante. Elle va, lorsqu'on a un booléen, elle va retourner note de ce booléen. Et puis, je vais appliquer ça à A. Donc là, en fait, la fonction que je vais passer à filter, ça va être la fonction f qui va prendre tous les éléments pour lesquels c'est vrai et elle va inverser le résultat de la première fonction. Et là, en fait, je vais avoir tous les éléments qui seront faux du coup. Et à la fin, eh bien, pour créer mon tuple, eh bien, je mets simplement les éléments qui sont vrais et les éléments qui sont faux. Et là, vous voyez, ma partition fonctionne comme je veux. J'ai les éléments d'un côté qui sont pairs et les éléments qui sont impairs de l'autre côté. Alors ça, c'est une solution purement fonctionnelle. Vous ne pouviez pas forcément la trouver immédiatement parce qu'on n'avait pas parlé de cette composition de fonctions dans la théorie. Mais voilà, maintenant, vous avez cette information qu'on peut composer des fonctions comme ça. Je vous propose... Oui. Quand vous composez des fonctions, ça veut dire qu'en fait, on peut modifier la fonction après l'avoir passée ou on la modifie avant d'avoir passé? Avant de l'avoir passée. Là, en fait, on fait une nouvelle fonction qui va être f rongée. Je ne sais pas si vous vous souvenez en mathématiques de la composition des fonctions. Lorsqu'on a une fonction f et une fonction g et qu'on veut les composer, on peut faire f rond g. Et c'est ça, en fait, que je fais ici. Ah, ok, d'accord. Ok. Mais j'avais pas fait le lien avec la composition mathématique. Voilà, bah c'est ça qu'on fait ici. Voilà, super. Alors peut-être une deuxième manière de faire ça, je vais garder la première comme référence ici, et puis je vais appeler ma fonction ici partition 2. Alors peut-être je vais le faire comme ça ici, voilà, pour être sûr d'avoir le même résultat. Alors l'idée ici, c'est qu'on va faire du pattern matching. Alors pour faire ce pattern matching, ce que moi j'ai fait, c'est, pour avoir une fonction tail récursive, j'ai rajouté une fonction intermédiaire. Donc, je vais juste faire en sorte d'avoir mon tailrec qui fonctionne. Alors là, j'ai fait ma fonction tailrec comme ça. Et puis, ici, ben, je vais avoir ma liste d'entiers. Et puis, je vais avoir mes accumulateurs. Vous savez, avec les fonctions tail récursives, on a souvent besoin d'accumulateurs supplémentaires. Et puis, l'idée, c'est que je vais avoir un accumulateur pour la première liste et un deuxième accumulateur pour la deuxième liste. C'est-à-dire les éléments qui ne seront pas, pardon, pas deux ici, c'est int, qui ne seront pas dans la liste. Et puis, je vais produire avec ça un tuple de liste de int 2 fois. C'est un peu verbeux, mais ma foi, c'est comme ça.
Et puis à la fin, je vais appeler cette fonction avec comme liste initiale 1000 et 1000. Voilà. Ça, c'est ce que je vais faire. Alors maintenant, il faut que je crée ça. Alors pour faire ça, je vais faire un match. C'est ce que vous proposiez tout à l'heure, de faire un match. Alors comment on fait ce match? Alors si j'ai une liste vide, on va prendre les deux accumulateurs et les retourner. Et puis si j'ai une liste qui n'est pas la liste vide, ce que je vais faire, c'est vérifier est-ce que f de e, est-ce que la fonction elle, remplit le prédicat. Si c'est le cas, je le mets dans le premier accumulateur. Je garde le deuxième accumulateur comme il est. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, je vais mettre dans le deuxième accumulateur. Pardon, comme ça. Et puis, j'ai ici encore un petit quelque chose qui ne joue pas. Qu'est-ce que c'est? J'ai pas... c'est là, il manque un égal. Voilà. Et là, vous voyez, ça fonctionne, mais j'ai un petit souci, c'est que ma liste est faite dans le mauvais sens, en fait. Mes résultats sont dans le mauvais sens. Alors, est-ce qu'on peut vivre avec ça ou pas? Ça dépend. Si on peut vivre avec ça, tant mieux. Si on ne peut pas vivre avec ça, eh bien, on reverse simplement les listes. Et ça, c'est une solution. Les deux, c'est des solutions en ordre n. Autrement, on peut aussi ajouter au début, etc. Mais voilà. Est-ce que ça vous convient comme solution pour la personne qui n'avait pas vu le match correctement? Ouais, mais j'avais quand même, en fait, j'avais pas fait ça comme ça, mais du coup, je vois pourquoi j'ai pas réussi à faire. Ok, donc ça vous convient comme... Ouais. Alors ça c'est une condition nulle ici, c'est simplement quand on a fini puis que notre liste est vide, quand on arrive dans PT avec une liste qui est ici vide, on sait qu'on a terminé, on peut passer le résultat final et on le construit ici comme ça, comme un tuple avec les deux listes qu'on avait. Alors ça c'était une solution. C'est une solution qui est aussi très bien, hein. Elle est telle récursive, elle est efficace et elle utilise le pattern matching. Peut-être une troisième solution, parce que tant qu'à faire, autant se lancer des petits défis. Si on fait avec du fold. Alors ici, la solution du fold, elle est assez simple. Il y a quelques petits tricks de syntaxe, mais ça tombe bien parce que comme ça, je pourrais vous les montrer. Pour le fold. Alors là, on a notre liste, et puis je vais faire un fold right ici. Je vais commencer par la droite. Et puis, je vais créer, l'objectif c'est créer un tuple avec dedans une liste dans le premier élément et une liste dans le second élément. Alors ici, il faut que je commence avec des listes vides. Alors pour faire une liste vide, on a la solution d'écrire list.empty pour dire que c'est une liste de int empty, ou alors on peut faire liste de int comme ceci et comme ça. Ça, c'est les deux syntaxes possibles pour faire, je dirais, une liste vide. Alors attention, ici il faut rajouter une carte parenthèse parce qu'ici on a un tuple. Hein. Ensuite, je vais mettre mon fold comme ça. Comme on a un tuple dans le fold, il faut rajouter ce case, hein, je l'explique dans la théorie, il faut rajouter ce case ici pour dire, eh bien, on a un fold avec l'élément qu'on est en train de vérifier, la solution qu'on est en train de construire, qui sera un tuple. Ici, je l'ai appelé LR, je pourrais l'appeler TF comme true, false, mais c'est pas très important. Et puis là, je refais simplement la même chose, je regarde est-ce que mon prédicat est vrai, ou bien je peux simplement le garder comme ça, mais mettons-le peut-être explicitement, if f e est true. Eh bien, je vais dans ce cas-là le mettre dans l'élément de gauche, autrement, je le mets dans l'élément de droite. Et puis ici, comme je fais un fold right, eh bien ma solution, elle va apparaître dans l'ordre. Voilà l'idée ici de ce fold. Il y a bien entendu plusieurs manières de l'écrire, il y a différentes manières de faire. Je ne sais pas si quelqu'un a une autre solution différente encore. Qui souhaite... Oui, volontiers. Alors, je vais juste montrer mon écran. Avec plaisir. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Moi, je le vois en tout cas, enfin, ça apparaît gentiment.
Oui, c'est bon? Ok, donc, du coup, en fait, le filter, j'ai fait un flat map. Mhm. Et en fait, sur chaque élément, je disais, ben, soit tu me retournes une liste avec seulement un élément, soit tu me retournes 1000. Et puis après, vous avez Voilà. flattené tout ça, ouais. Ok, très bien. Ben, là, je viens de changer, mais j'ai fait ben, avec le Engden, And then, dans 2 fois. voilà. Très bien. Très joli. Merci beaucoup. Alors, hop, ça, on peut revenir comme ça. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions pour celui-ci, je vous propose peut-être qu'on discute quelques minutes ensemble de ces compréhensions de séquences. Donc, vous avez vu dans les exercices, vous avez eu le temps d'aller à l'exercice 6, 2, 3. Oui, hein, je pense. Cet exercice avec les échecs, vous verrez, il y aura de nouveau les échecs qui vont réapparaître dans la série 6. Là, on va se poser une question toute simple. On a un échiquier comme celui-ci, et puis on veut générer toutes les positions possibles, c'est-à-dire tous les coupes possibles de cases. Donc, il va y avoir A1, A2, A3, etc. Et pour faire ça, on va partir de... Je vais peut-être enlever tout ça. On va partir d'une compréhension de séquence. Alors, les compréhensions de séquence, vous l'avez vu, c'est l'idée de faire un for. Et puis, ce for, il va faire un yield, c'est-à-dire il va produire quelque chose. Et là, ce qu'on veut produire, c'est des tuples, donc des paires en l'occurrence, qui vont correspondre aux différentes coordonnées. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ça? L'idée, c'est qu'on va devoir générer toutes les lettres de A à H, tous les chiffres de 1 à 8, et puis faire les combinaisons de tout ça. Alors, on va... moi, j'aime bien utiliser I et J, comme dans les boucles traditionnelles en programmation impérative. Mais ça, c'est à vous de voir. Donc là, on va simplement faire une séquence de A à H. Ici, dans les compréhensions, je vous conseille, je pense que je le dis dans la théorie, mais je vous conseille de mettre des points-virgules entre chaque ligne, parce que des fois, le compilateur se loupe un petit peu et il n'arrive pas à extraire les choses. Donc, mettez peut-être des points-virgules ici, si jamais. Donc, je vais avoir mon I qui va passer de toutes les lettres de A à H et mon IJ qui va passer sur toutes les lettres de tous les chiffres de 1 à 8. Et puis, avec ça, je vais simplement récupérer I et IJ. Alors là, il n'est pas très lisible ce résultat. Moi, je le convertis ici en liste. Et puis, alors, je vais peut-être faire ça comme ça. Voilà. Donc, je mets ça produit une liste, hein, enfin une séquence en tout cas, qui est un autre type que les listes. Et puis après, on peut avoir ça comme ça, par exemple, où on va avoir toutes nos paires qui vont être générées. Et puis, vous l'avez vu, dans les compréhensions de séquences, on a la possibilité également de mettre des gardes pour savoir quand est-ce qu'on va générer les éléments ou bien pas dans notre séquence. Et là, on demande dans la partie 2 de générer les coordonnées uniquement pour les positions blanches du tableau, c'est-à-dire en fait ici les positions blanches qui sont comme ça. Alors il faut trouver une condition qui nous permette de faire ça. Est-ce que quelqu'un a trouvé cette condition qui nous permettrait d'avoir que les cases blanches? Il y a plusieurs solutions, mais il y a une solution un peu en lien avec le fait que la table ASCII, ça contient aussi des nombres. Quelqu'un a une idée? Quelque chose dans le style que la somme des deux doit être impaire. Oui, tout à fait. Si on fait la somme des deux, vous voyez, si on fait la somme des deux, eh bien, on va avoir à chaque fois quelque chose qui va dépendre de l'abscisse et de l'ordonnée. Et puis 1 sur 2, ça va être ou pair ou impair. Donc là, on peut simplement faire quelque chose comme J plus I modulo 2 et différentes zéros. Et là, on va générer que les positions des cases blanches. Et puis si on dit que cette somme-là doit être égale à 0, on va générer que les cases noires. Voilà, super, merci beaucoup pour cette contribution. Donc là, ça demande un peu de réflexion hein, pour trouver ça. On peut
On peut avoir différentes solutions, mais c'est à mon avis la solution la plus simple parce que sinon on va s'embêter avec le fait qu'on a des lettres et des chiffres. Donc autant utiliser le fait que les lettres ne sont que des chiffres particuliers. Voilà, alors je contrôle ici sur ma petite feuille et puis pendant que vous réfléchissez si vous avez des questions de votre côté, si j'ai bien dit tout ce que je souhaitais dire aujourd'hui. Ah oui, il y a encore une petite chose. Je vais rajouter sur le site, pour les personnes qui le souhaitent, un peu peut-être remettre ma caméra, de code pour pouvoir vous exercer. Parce que là, on a quelques exercices, vous en avez quelques-uns, mais peut-être vous avez envie de pouvoir driller un petit peu tout ça, surtout dans l'idée qu'on va faire un examen avec ça. Et je vais rajouter sur le Moodle du cours bien quelques exercices autour de tout ça, si vous le souhaitez. Est-ce que quelqu'un a encore des questions ou des remarques pour aujourd'hui ? Tout a l'air de bien se passer. Oui, volontiers. Une question pour l'épreuve, enfin le test. Oui. Du coup, il y a un temps imparti à la prochaine lection, à la prochaine c'est ça? Ouais, alors après les vacances, on va avoir notre test, on va prendre on va commencer à 15h, on va finir à 17h15, puis vous aurez tout ce temps-là pour pouvoir faire le code, et puis à la fin, à 17h15, vous m'enverrez le nombre de tests qui ont passé dans vos tests unitaires. Comme ça, l'idée c'est de se mettre un peu dans l'idée de qu'est-ce qu'on va faire à l'examen, quoi. C'est de se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai appris jusqu'à maintenant, qu'est-ce que je sais bien, qu'est-ce qui est clair pour moi, qu'est-ce que je maîtrise. Donc moi je vous invite à réviser comme si c'était un examen. Comme ça c'est tout ça de gagné pour l'examen du mois de juin. Et puis en se mettant dans ces conditions d'examen, là vous allez pouvoir voir comment ça se passe. Ce sera un peu les mêmes types de questions à l'écrit. Bon, on fait un examen sur papier au mois de juin. Mais l'idée, ce sera un peu la même. Et là, comme vous aurez les autotests qui vont vous indiquer comment ça se passe, vous allez pouvoir avoir un feedback immédiat. Est-ce que j'ai répondu à votre question comme ça ? Super, merci. Je garde l'idée quand même d'avoir un temps limité parce que c'est un facteur important dans les examens. En tout cas, moi, quand je fais l'examen sur papier, je laisse toujours du temps supplémentaire. Si vous avez 2 heures d'examen, je laisse 1 heure, même 1h30 en plus s'il faut. J'aime pas l'idée de stresser les gens pendant les examens avec le temps. J'ai cette possibilité, donc je le fais. Mais c'est bien quand même qu'il y ait un temps limité, parce que sinon après, c'est plus vraiment les conditions d'examen. Voilà. Ok. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ou autres, non ? Si c'est pas le cas, donc... C'est OpenBook ou c'est... Ouais, c'est OpenBook, mais prenez que la théorie. Prenez que la théorie du cours. Ce sera OpenBook, mais ce ne sera pas avec Stack Overflow et tout ça, quoi. Non, l'idée, c'est que vous avez droit au cours, et puis, bien sûr, je ne pourrais pas contrôler si vous le faites ou pas, mais on va se mettre dans les conditions d'examen, on n'appelle pas les amis, on n'envoie pas de messages, on ne va pas sur Stack Overflow, on reste vraiment dans des conditions d'examen, quoi. Super. Voilà, donc c'est le dernier cours avant les vacances de Pâques. Donc moi, je vais vous souhaiter d'excellentes vacances de Pâques à toutes et tous, que j'espère vous aurez quelques jours pour pouvoir vous reposer. Merci d'avoir fait sur Discord, j'espère que ça a bien été. Aussi pour les personnes qui n'étaient pas d'accord, je referai un petit check la semaine prochaine. Mais pour moi, c'est vraiment super confortable de pouvoir utiliser cette plateforme. C'est dommage qu'on n'a pas de cours ensemble demain, parce que demain il y a une fête que moi j'apprécie énormément, et c'est en fonction de la date, hein. Et en tout cas, moi je vous souhaite d'excellentes fêtes de Pâques, je vous dis à tout bientôt, et voilà, bonne soirée, merci beaucoup, au revoir.